Je m'appelle Catherine Blanchard. Je suis sociologue de l'art, on dira même des arts et de la culture. J'ai été intéressée par ces problématiques-là. En fait, je considère que l'art permet d'adresser des problématiques sociétales. Donc, sociologie et art me permettent de comprendre un peu notre société. Et lorsqu'on la contextualise, cette problématique, on arrive à comprendre le sens, les propos, les raisons pour lesquelles l'artiste a un besoin d'expression, de s'exprimer à travers un médium qui n'est pas si aisé puisqu'il est plutôt élitiste. Et pourtant, c'est un médium qui permet de justement mettre en place des représentations de soi, de l'autre, du système dans lequel nous nous trouvons, et de comprendre effectivement comment guérir une maladie, ce qu'on appelle la blesse ici, comment guérir la blesse qui parcourt la société, qui nous hante, et qui nous affecte encore aujourd'hui. Alors bon, j'ai fait une licence de lettres modernes à la base. J'ai un master 1, un master 2 en sociologie et un doctorat en sociologie des arts et de la culture. Je suis aussi médiatrice culturelle. Et tous ces éléments-là ont été des outils pour essayer d'aborder des questions que je voudrais traiter à partir du terrain, comme font les sociologues. Et donc j'ai fait une série d'entretiens avec des artistes qui sont devenus des amis finalement, et qui évoluent et avec lesquels je travaille assez régulièrement et en fait depuis 20 ans, plus de 20 ans même. Quand je suis arrivée en Martinique, c'était en 2000, j'ai vu une affiche au Marin où j'habitais et il s'agissait d'un prospectus, un poster qui avait été déposé par l'artiste Abda Faye. Et donc, je ne comprenais pas trop de quoi il s'agissait, mais j'ai vu qu'il y avait un numéro de téléphone, j'ai appelé l'artiste en question, et nous avons mis en place par la suite le premier marché de l'art contemporain du Marin, c'est-à-dire que nous travaillions sur les questions numériques, les questions, la projection sur la place du marché, tout ce qui était logistique en fait numérique. Donc c'était la première rencontre avec ce marché, avec ces gens. Et donc lors du premier marché de l'art contemporain, j'ai fait la rencontre d'un certain nombre d'artistes qui étaient là et qui disaient que finalement la scène était un petit peu sclérosée, elle était un petit peu enclavée et la question, c'était de mettre en avant des pratiques, des personnalités et de faire en sorte que grâce au numérique, par exemple, la visibilité soit plus grande. Parce qu'en fait, compte, c'est ça, ils se plaignaient d'un manque de visibilité dans la Caraïbe et à l'international, en fait. Voilà. Et bon, c'était ma première rencontre. Ensuite, j'ai eu une petite galerie au Marin, justement, place Nelson Mandela, ça ne s'invente pas. Et on a commencé à exposer, par le biais justement de l'artiste Abda Faye, des personnalités telles que Hamid, qui était décédé déjà, mais on m'a prêté des œuvres à montrer, Victor Anissé, voilà. Après, bon, j'ai été mandatée par la ville de Paris pour faire une exposition dans le cadre du projet Latitude. Cette année-là, le projet n'a pas abouti, mais le contact a été fait avec les artistes et donc j'ai commencé à voir leur travail, à visiter les ateliers et à m'intéresser à ce qu'ils faisaient et à comprendre que à travers leur travail, en fait, les questions qu'ils abordaient étaient des questions sociétales et ça m'a un petit peu interpellée.
Et donc j'ai entrepris des études en sociologie des arts et de la culture pour comprendre, travailler sur ces thématiques-là. On a tous conscience du fait que l'art en Caraïbes est jeune. On sait qu'il y a eu l'atelier 45 avec des prémices et qu'auparavant il s'agissait plutôt de personnes venues de l'extérieur qui représentaient la création picturale de manière un peu doudouiste, ce qui a agacé beaucoup d'artistes qui avaient envie de parler de questions identitaires. Et donc, à partir de l'atelier 45, on a vu effectivement des préoccupations autres qui étaient celles de l'identité. Qui sommes-nous dans un carcan national? Comment pouvons-nous affirmer notre personnalité, nos valeurs, nos attachements et surtout notre besoin d'exister et d'émancipation? Et donc, ça a commencé à être un petit peu une préoccupation qui a pris des accents parfois africanisants, par d'autres comment dirais-je, d'autres angles, des préoccupations amérindiennes. Enfin, la question était de savoir qui nous étions et comment nous pouvions reconstituer notre être à partir de fragments. Alors, le fragment, c'est un sujet qui me questionne beaucoup parce que vous savez que dire, c'est faire. La parole est performative, le verbe est performatif. Et lorsque l'on dit fragment, on fragmente. Et moi, je pense que la défragmentation, c'est-à-dire le fait de rassembler ce qui est épars, est un impératif pour ces artistes-là qui doivent reconstituer les pièces d'un puzzle qui a été sciemment constitué et qui est problématique parce qu'il nous empêche de nous exprimer en tant que, être multiple certes, mais être entier dans la mesure où nous avons pris conscience, nous avons analysé tous les éléments qui nous constituaient tout simplement. Donc la question, quelle est-elle? Si l'on parle de sociologie, on peut parler de catégorisation, on peut même parler d'objectivation. Ce sont des termes très barbares pour dire simplement comment devenons-nous non pas objet, mais sujet de nos vies. Et donc en sociologie, on parle toujours d'objectivation, c'est-à-dire on va essayer d'analyser l'origine sociale des individus, on va essayer de savoir si ils ont des antécédents, s'ils sont des héritiers de l'art, comme ça se fait dans le monde contemporain et même moderne. C'est-à-dire les parents ont été artistes ou sont issus de catégories socio-professionnelles leur permettant justement de développer leurs compétences artistiques, puisque ça peut même paraître comme étant un loisir. Or, en Martinique, en Guadeloupe, je parlais que de ces deux départements français, ces deux régions de la Caraïbe, il n'y a pas d'héritier de l'art. La plupart des artistes ont fait des formations à l'extérieur, en France, hexagonale. Donc, ils ont une formation solide. Ce sont des gens qui connaissent leur travail, mais qui se sont réappropriés un peu les thématiques qui les concernaient, à savoir l'écologie, à savoir les questions du féminisme, à savoir les questions du carnaval, ce que ça signifiait pour eux, comment les problématiques de pollution telles que le chlordécone, comment les problématiques de la soumission à l'autorité pouvaient être développées, adressées, contestées, et comment revendiquer la subjectivation cette fois d'un être qui n'est pas simplement une identité sur un papier, mais qui a effectivement une spécificité déjà physiologique, physionomique, avec la problématique de la négritude, la problématique de l'apparence, qui ne peut pas être
annihilé, et aussi le fait que lorsque l'on est artiste de la Caraïbe, on est aussi français et on est invisibilisé sur le marché de l'art parce qu'on est français, et que lorsque l'on est montré en avant parce que l'on est antillais, on est un petit peu exotisé, on est ramené à une dimension carnavalesque et dérisoire, légère, ludique, alors qu'en réalité, la plupart des artistes ont des problématiques qui sont existentielles, graves, dramatiques et qui sont toujours d'actualité. Voilà. Donc la catégorisation, elle intervient simplement pour dire que certains artistes sont engouffrés dans ce qui était proposé par un art officiel, qui est donc un art financé. Et les institutions françaises ont eu tendance à mettre en avant des artistes qui s'inscrivaient dans ce que, par exemple, Nathalie Heinisch décrit comme étant un nouveau paradigme de l'art contemporain, à savoir un art qui serait désancré, désacralisé, qui serait désincarné, qui n'aurait pas vocation à évoquer une spiritualité, par exemple, ou même la présence de l'artiste, un art qui serait internationalisé, compréhensible par tous, parce qu'en fait, dénué, dénué de tout ancrage, dénué de tout intérêt lié à un lieu spécifique. Or, un artiste en Caraïbes, il ne peut pas être un artiste désincarné, il ne peut pas être un artiste qui n'aurait pas de propos, et son art est nécessairement un art engagé. Alors il y a cela, et puis il y a ceux qui s'engouffrent, donc je le disais précédemment, dans un art officiel parce que le marché est ample. Moi j'ai recensé 275 artistes qui ne sont pas tous inscrits à la maison des artistes, et donc qui ne payent pas de cotisation, et donc qui ne sont pas répertoriés, et pourtant qui existent, qui pratiquent. Alors pour moi, à partir du moment où on expose, à partir du moment où des articles ont été rédigés, par exemple, des photographies ont été prises, je considère que l'artiste n'est plus un amateur, mais déjà un professionnel. Mais ils sont inexistants, invisibles dans la scène internationale. Ah, là, on a l'occasion de voir que Monsieur Creuset a été sélectionné par l'Institut français pour représenter la France. Et donc, c'est un Martiniquais qui a étudié au Campus des Arts Caribéens. Donc, c'est une vraie fierté. Et en même temps, est-ce que nous avons besoin d'être reconnus par les instances nationales pour exister? Je pense que les artistes existent par ailleurs. Il suffit de faire des visites d'ateliers pour voir à quel point les artistes sont prolifiques. L'ouvrage que j'ai commis, celui-ci, donc, publié aux éditions Yécrit, EU, Europe, yécrit.com, qui est l'association en fait qui travaille sur ces questions-là. En fait, je suis la présidente de cette association, Yécrit.com. Et donc, sociologie des arts et de la culture caribéen. Pourquoi? Parce que d'une part, il n'y a pas de sociologue de l'art caribéen. Il y a des sociologues de l'art en général, mais la Caraïbe semble être l'orphelin de l'histoire. Donc, c'était déjà une question importante, enfin qui me tenait à cœur en tout cas. Et donc, cet ouvrage est tiré de ma thèse, soutenue en 2021, et en co-direction entre l'université La Sorbonne Nouvelle et l'université des Antilles. Donc c'est un ouvrage qui en fait est constitué en 3 parties: une partie historique, une partie institutionnelle et la troisième partie, donc la publication c'est la troisième partie, sur justement la profession d'artiste, essayer de catégoriser ce que ça pourrait être lorsqu'on parle de la Caraïbe. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer les étudiants
ceux qui avaient été les étudiants de Stuart Hall, donc Cultural Studies, l'école de Birmingham. Et donc, nous avions à Cerisy-la-Salle ce qu'on appelait avant les décades, mais il s'agissait pas de 10 jours, il s'agissait d'une semaine. Et j'ai rencontré des Anglais, des Américains, des gens venus un peu de partout, d'Australie, Nouvelle-Zélande. Et pendant une semaine, nous avons eu la chance de travailler sur ce que pouvaient être les cultural studies à la française. C'était pas le thème initial, mais bon, moi j'en ai compris et conclu que les cultural studies à la française n'existaient pas. Or, il n'était pas possible, selon moi, de parler des arts et de la culture français, et plus spécifiquement caribéens, sans aborder les notions, justement, d'identité, de genre, les notions politiques, les notions écologiques, et toutes les thématiques qui parcourent, en fait, la recherche en esthétique en Caraïbes. Donc, cet ouvrage ne pouvait pas faire fi d'un contexte historique et de la problématique de l'esclavage, de l'émancipation de cet esclavage, ou en tout cas de la tentative d'émancipation que vivent les artistes aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que la première partie était historique, elle était un peu longue, elle était un peu peut-être rébarbative pour certains, mais nécessaire selon moi. La partie institutionnelle avait pour objectif de montrer que les financements de la création plastique ont été aléatoires. D'abord avec des personnalités telles que Aimé Césaire, Frantz Fanon, donc des personnalités connues sur le plan international. Les financements en Martinique étaient très importants. L'essor de la culture et des arts en Martinique a vraiment été quelque chose de conséquent. On pense au CERMAC, on pense à des initiatives comme ça. Très, très, très important, avec aussi des échanges à l'international qui venaient en Martinique pour des événements tels que les événements de fin d'année pour célébrer justement les arts et la culture ici. Et puis, les financements en Guadeloupe étaient moindres, beaucoup inférieurs. Et puis, la tendance s'est inversée. La tendance s'est inversée et aujourd'hui, on constate que la Guadeloupe reprend un petit peu du ballon. La Guadeloupe prend un essor très important. Les artistes sont, peut-être parce que justement ils n'ont pas eu les finances à la base, mais donc on fait preuve de beaucoup d'initiatives et nous constatons justement que les initiatives sont très privées, absolument privatisées, que ce sont des associations, que ce soit Arbemao en Guadeloupe, des initiatives telles que ici en Martinique, on peut penser justement à Abdafaj, j'en parlais précédemment, les marchés d'art contemporain, que ce soit les ateliers de Christian Bertin, que ce soit des projets comme ceux de l'école Négro-Caraïbe, Louis Laouché, les noms, pour ne citer que des membres. Ce sont toujours des initiatives privées parce que le politique semble se désintéresser de la question de l'art et de la culture globalement, ou alors à la marge. Or, la visibilité, la carte d'identité d'un lieu, d'un pays, c'est son art et sa culture. Et on est très étonné de voir que seuls les privés, tels les fondations que nous connaissons, sont les établissements qui comprennent l'importance de cette carte de visite, parce que les arts et la culture ne sont pas accessoires, ils sont vitaux au développement d'une société, au bien-être d'une société, à la créativité, et même sur un plan économique, on sait que les arts et la culture sont des niches économiques. On peut penser à Basquiat, et là on va penser à Creuset. Ce sont des niches économiques, les investissements se trouvent là. Et donc cet ouvrage avait pour objectif de montrer que justement on ne peut pas s'intéresser au sport, on ne peut pas s'intéresser à la politique, on ne peut pas mettre de côté les artistes qui, eux, sont justement ceux qui vont permettre de générer la crédibilité, la conscientisation d'une population. C'est grâce à l'art que cela se passe.
Et pour la Martinique, la Guadeloupe, cela se passe dans un contexte historique important, économique, institutionnel qui est déficient, et au niveau des artistes, une activité privatisée qui est capitale et qui fait que la chose demeure et subsiste. C'est donc 3 parties d'un ouvrage. Moi, j'ai un point de vue, on va dire, objectif, un peu critique, je dois le dire, dans la mesure où je crois que, à partir du privé, justement, pas du politique, mais à partir du privé, on est en train de créer un segment de l'art contemporain, parce que c'est un marché qui a besoin d'être alimenté, et donc l'art africain a été reconnu, valorisé, etc. La chose est établie, les collectionneurs sont importants. On peut penser à Monsieur Magnin, on peut penser à Syndicat de Colo, qui est décédé, étrangement d'ailleurs, dans une plongée. On se demande à quel moment ça peut se passer, une chose pareille. En tout cas, donc les collectionneurs sur le marché de l'art africain sont établis. Maintenant, le marché est en train de créer ce segment caribéen, et donc les collectionneurs achètent des pièces, commencent à donner de la valeur, font monter la cote des artistes, et ça va alimenter, selon moi, le marché à venir. C'est une manne. Alors, cela se fait aussi parallèlement avec un désamour de l'Afrique pour l'Occident globalement et pour la France en particulier. Donc, ce désamour, il est contrecarré, contrebalancé par une volonté de montrer que non, finalement, les Antillais sont des Français, qu'ils ont leur place dans la société, dans la nation. Et selon moi, hein, c'est un point de vue tout à fait qui ne regarde personne, qui n'incombe que moi, qui m'incombe, quoi. Et donc, je pense que on veut essayer de armer le fusil caribéen antillais en disant que oui, vous êtes là aussi, et oui, nous allons vous donner de la visibilité, et oui, vous allez figurer sur les places internationales, puisque Venise c'est quand même international, et que nous allons vous montrer que vous êtes partie prenante existentielle de l'identité nationale. Il n'y a pas de rejet particulier. Mais selon moi, c'est de la démagogie. Selon moi, c'est un prétexte qui sert à au moins 2 objets. Celui de créer un segment, donc une manne économique, celui de calmer les esprits, et au moins ça. Il doit y avoir d'autres aspects, mais là c'est ce qui me vient à l'esprit. Et donc, en tant qu'artiste caribéen, je pense que on a 2 choix, celui d'adhérer ou celui de résister. Si l'on considère que c'est une forme de manipulation, on peut s'opposer. Dans la mesure où la Martinique, la Guadeloupe sont justement dans les Amériques, et que la reconnaissance des Noirs américains n'est plus à prouver, n'est plus à faire, et que le marché est vaste, ou alors on peut décider de s'inscrire dans l'aspect national de la chose, jouer le jeu, être financé, trouver ça très bien, et chacun y trouvera son compte. Chacun peut effectivement décider qu'on est français, puisque nous le sommes sur le papier en tout cas, et être financé, en vivre très bien, être visible, pourquoi pas. Moi, je ne sais pas, c'est pas à moi de dire ce qu'il faut faire, mais on peut aussi se demander pourquoi ça vient à ce moment-là, à ce moment où le Mali, ou le Sénégal et d'autres pays africains disent non, stop, nous sommes des nègres, nous avons constaté une exploitation de notre continent, de notre identité et de nos cultures, et que non, nous décidons que nous pouvons exister par nous-mêmes. Nous avons peut-être des alliés, à nous de les trouver. Voilà, ces 2 écoles. Moi, je pense que je vais commencer par le manquement. Un lieu de rencontre entre artistes. Je crois que l'échange entre personnalités fortes,
parce que les artistes de la Caraïbe sont vraiment des artistes qui ont réfléchi aux questions et aux thématiques et aux problématiques qu'ils abordent dans leur travail. Mais la compétition, la concurrence, le fait d'être financé ou pas, d'être financé quand on s'inscrit dans un art officiel, soit plus facile, mais les artistes en compétition, en concurrence, et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Je sais que dans d'autres lieux, il y avait des rives gauches, des endroits où les gens se réunissaient autour de la musique, autour de choses, et autour de la réflexion, autour de la littérature, des intellectuels. Les artistes sont des intellectuels, selon moi, et accepter pour eux de se rencontrer, d'échanger, ce n'est pas se mettre en danger. À mon avis, l'union fait la force, comme l'oignon fait la soupe, et les artistes ne devraient pas être en compétition, mais devraient comprendre qu'il faut qu'ils s'unissent pour montrer effectivement que leur création est spécifique. Elle est spécifique parce qu'elle est jeune, elle est spécifique parce qu'elle n'est pas désenchantée, elle n'est pas désincarnée, elle est puissante de par justement ces différentes thématiques que j'évoquais précédemment. Et les médiums sont divers. Alors on a effectivement tout, la photographie, les installations. Il y a qu'à aller voir dans l'atelier de Christian Bertin. Enfin, on hallucine lorsque l'on voit que la blesse est intégrée, insérée dans une création. Lorsque l'on voit que un sac vide ne tient pas debout et que ça devient une œuvre d'art. On hallucine lorsque l'on voit les totems africains qui nous rappellent nos ancêtres de l'école négro-caraïbe. Lorsque l'on voit le travail d'Anissé, les Adorno et tous ces éléments-là qui sont aussi constitutifs de notre identité. Lorsque l'on voit Kelly Sinapa-Marie qui adresse les problématiques de la femme, la domination masculine, lorsque l'on voit le travail d'une personne comme Ruffin, lorsque l'on voit le travail enfin, je peux pas les citer tous et toutes, les femmes sont très 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 intéressantes, Chantaléa Comines, enfin je veux dire, la création est très foisonnante. Et je pense que ce sont des atouts vraiment importants parce que ce sont des arts et des artistes qui parlent de réalité. L'art, ce n'est pas pour rien. L'art, c'est engagé à certains niveaux, mais l'art, c'est pour dire notre réalité, notre vérité, notre profondeur, notre besoin d'exister dans ce monde. Et il faudrait que les artistes se disent amis et qu'il ne s'agisse pas de disputes pour pouvoir soutirer une enveloppe à droite à gauche, mais au contraire de s'unir pour pouvoir être une force. Alors oui, Fromager, 40 ans d'existence. Fromager, justement, il y a eu des composantes différentes au sein du groupe. Et je pense que c'était intéressant parce que justement, les différentes personnalités ont voulu aborder justement les soi-disant fragments, mais avec l'idée de refragmenter, de défragmenter, comme je le dis. Et donc, Fromager va bientôt, j'espère, montrer tout le talent et tout le savoir et toute la connaissance. Ce ne sont que des intellectuels. Ce ne sont que des personnes qui ont réfléchi à ces problématiques-là et qui ont eu envie de dire que on peut exister à partir du lieu, que la Caraïbe est suffisamment vaste, parce que si on la relie au continent américain, si on fait des passerelles avec des personnalités, des individus, des artistes qui nous ressemblent, des échanges dans la zone, on a une puissance intellectuelle, artistique, esthétique très très forte. Et depuis 40 ans, ces gens-là créent, ils ont un petit peu mis en suspens leur création parce que justement dégoûtés par le manque de reconnaissance ou le manque de légitimité, alors qu'en fait, il n'y a que comme fondement. Et puis il y a les nouveaux artistes comme pas suiveurs, c'est pas le terme, mais comme individus qui se sont inspirés et qui justement continuent cette pensée-là en esthétique. Alors moi, ce que je voudrais dire aux Martiniquais, aux Guadeloupéens, aux Antillais,
c'est un terme que je n'aime pas trop, mais bon, si j'avais quelque chose à dire, achetez de l'art pour ceux qui ont un petit peu les moyens, et vous pouvez payer par tempérament. Soutenez nos artistes, les belles voitures, les beaux bateaux, pourquoi pas. Mais si chacun d'entre nous contribuait à sa hauteur, à sa mesure, au financement des œuvres d'art, cela permettrait justement aux artistes de vivre, aux artistes de s'exprimer et d'illustrer brillamment le travail culturel qui est fait chez nous, parce que les artistes travaillent. Césaire est parti, Papa Césaire pour certains, est parti, Fanon a fait briller notre pays à l'international. Nos artistes aujourd'hui le font. Et si chaque Martiniquais et Guadeloupéen comprenait que on n'a pas besoin de donner beaucoup, mais une contribution régulière et infime changerait la donne, permettrait peut-être même de voir venir éclore un musée qui nous donnerait une carte de visite importante. Et un musée, on en a besoin, parce que dans tous les pays, le musée, c'est ce qui va garder la mémoire, la trace de ce qui se fait hier, aujourd'hui et demain. Et c'est indispensable. Et un musée, ce n'est pas quelque chose d'élitiste, ce n'est pas quelque chose de poussiéreux, ce n'est pas une tombe. Un musée, c'est dire que nous existons, nous sommes là, ici et maintenant.